Samedi 4 août 2018, fidèles téléspectateurs partout où vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans votre édition. C'est parti, la plateforme Maligneta a organisé une conférence de presse citoyenne ce samedi 4 août 2018 à la Maison de la Presse de Bamako avec comme thème principal élection présidentielle de 2018, enjeux et perspectives pour la paix et la stabilité au Mali. On fait le point avec Hamadou Diallo, Abdoulaye Sogodougou. Cette conférence citoyenne organisée par la plateforme Maligneta a pour objectif d'instaurer un climat de paix et de cohésion entre tous les fils du Mali, surtout en cette période électorale. Au dire du conférencier, le docteur Nafé Keïta, l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les intérêts personnels pour construire un Mali émergent et envié de tous. Notre initiative vise surtout à sensibiliser nos confrères jeunes et les partis politiques afin de garantir un climat social et politique apaisé. Notre engagement est que le Mali ne tombe pas dans une crise politique post-électorale. Nous devons être une force de catalyseur non négligeable dans l'apaisement des élections dans notre pays. Nous appelons les dirigeants et les forces démocratiques de la nation à une inclusion des jeunes en tant qu'acteur crucial pour la consolidation de la paix et la prévention de toute éventuelle crise politique. Notre pays, le Mali, aura besoin de toutes ses forces vives pour pallier aux nombreux défis qui lui attendent. La résolution de ces défis passe par une élection apaisée et acceptée de tous. Nous espérons que les recommandations qui seront tirées de cette Assemblée permettront aux leaders politiques de la nation de prendre en considération les préoccupations profondes des Maliens en général et en particulier de la jeunesse malienne. Les responsables de la plateforme ont appelé la jeunesse malienne à plus de retenue et au respect des institutions de la République. Ils entendent redoubler d'efforts pour faire des sensibilisations dans ce sens à travers tout le pays. Rappelons que cette conférence de presse, initiée par la plateforme Maligneta, qui regroupe plus d'une vingtaine d'associations, a été placée sous le coparrainage de M. Mamadou Sinsi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, et M. Mamadou Traoré, inspecteur des douanes du Mali. Parlons toujours d'élections. La crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays en 2012, dont les séquelles sont toujours présentes et pèsent encore lourdement sur tous les domaines de la vie de la nation. Les Maliennes et les Maliens se prononcent sur les chantiers qui attendent le nouveau président de la République. Bon nombre d'entre eux pensent que beaucoup de défis l'attendent, qui sont entre autres la sécurité, la santé, l'autosuffisance alimentaire, l'emploi des jeunes, la paix, la réconciliation et le vivre ensemble des Maliens. Voyons dans ces dossiers réalisés par Amadou Kamara et Samba Traoré. Les défis majeurs, c'est d'abord le défi sécuritaire. Le Mali fait aujourd'hui face à une véritable situation de crise, même si d'aucuns refusent de reconnaître l'actualité, la réalité. Il faut reconnaître qu'il y a ce défi. Mais au-delà de ce défi sécuritaire, les Maliens ont faim, les Maliens ont soif, les Maliens ont besoin de santé. Donc c'est vraiment un véritable défi qui attend le prochain président de la République. Au cas où le président sortant est réélu, il faut reconnaître qu'il doit s'attendre à une opposition qui sera encore beaucoup plus revigorée. Une opposition qui sera beaucoup plus tenace, parce qu'il faut reconnaître qu'elle l'a été. Mais je pense que s'il est réélu, il faut s'attendre à une nouvelle forme d'opposition qui sera beaucoup plus accentuée à mon avis. Et de l'autre sens aussi, c'est une analyse, il faut l'envisager au cas où il y a un nouveau président qui vient, autre que lui. Là aussi, je pense qu'il faudra s'attendre aussi à une opposition assez forte. Donc les défis du point de vue sécuritaire, ils sont réels. Du point de vue du développement d'une manière générale, j'ai tantôt parlé du cas de la santé, de l'autosuffisance alimentaire, l'accès à l'eau potable.
c'est des défis qui sont là, mais au-delà de tout cela, il y a également le défi sécuritaire et le défi politique aussi, qui, ma foi, sera très difficile à résoudre. Le futur président, le défi qui doit lui attendre, parmi les défis, il y a le défi de la sécurité. Il y a trop d'insécurité aujourd'hui au Mali. Donc il est demandé au futur président de travailler dans ce sens pour qu'il y ait la tranquillité, la paix, les Maliens puissent aller et retour dans leur quiétude. Il y a aussi le défi du front social. Aujourd'hui, le président doit travailler pour que le front social, on a vu à chaque fois il y a des syndicats qui se lèvent, revendiquent, qui projettent d'aller en grève. Bon, c'est des fronts sociaux qu'aujourd'hui on doit travailler pour éviter ça. Ça veut dire que les travailleurs ne sont pas dans les conditions ou bien ils attendaient quelque chose. Donc il faut le mettre dans les conditions, il faut les mettre dans les conditions de travail et respecter leurs droits et autres. Il y a aussi la gouvernance. Aujourd'hui, le futur président doit travailler pour la gouvernance, pour que vraiment il y ait moins de détournement, la corruption et autres la puissent freiner. Je sais que ce n'est pas un travail du seul président, la société civile, tout le monde doit impliquer pour que cela puisse se faire. Il y a des défis majeurs. Le premier défi pour moi, le nouveau président qui sera élu, les premières semaines, sinon les premiers mois, il doit organiser une large concertation nationale. Une large concertation nationale qui va regrouper tous les acteurs politiques, qui va regrouper la société civile. Personne ne sera mis à côté, de la base jusqu'au sommet, pour qu'on puisse discuter ensemble. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi qu'il doit faire, c'est tout de suite mettre en pratique le processus des accords d'Alger. C'est très important parce que c'est à partir de ce processus, la mise en œuvre des accords, que le Mali, c'est-à-dire va dessiner son avenir. Et c'est ce processus qui est la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire au Mali, de tout ce qu'on doit faire et tout ce qui se fera. Tout se bâtira sur les accords d'Alger. Et c'est ça l'attente des populations, c'est ça l'attente des populations du Nord, c'est ça l'attente des populations du Centre, de l'Ouest et du Sud. C'est les défis et c'est sur ces accords que partira le nouveau Mali, c'est sur ces accords qu'on va dessiner l'avenir du pays. Et tous ceux qui vont venir, qui ne vont pas penser à ces deux défis majeurs, pratiquement vont échouer. Parce que pratiquement l'économie, c'est une réalité, mais l'économie est déterminée par la politique. La politique, c'est la superstructure et c'est la superstructure qui détermine l'économie. Donc, le président qui va venir n'aura pas le choix tant que ce président ne va pas organiser vraiment les concertations nationales et puis la mise en œuvre des accords d'Alger. Moi je pense que le défi majeur qui attend ce président, c'est d'abord unir les Maliens. Parce qu'aujourd'hui les Maliens sont, on peut dire, fragilisés. Ils ne sont pas ensemble. On a fait passer 5 ans où les Maliens sont divisés. Je pense que la première des choses à faire pour le nouveau président, c'est d'unir d'abord les Maliens. Les Maliens du Sud, les Maliens du Nord, c'est-à-dire les Maliens, même les Maliens de la diaspora, d'unir tout le monde ensemble pour que nous puissions aller dans la même direction. La deuxième des choses, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Par rapport aux régions du Nord, mais aussi le centre, surtout les conflits intercommunautaires, ils doivent faire face à ces problèmes-là. Et en même temps, de faire face au problème de Kidal. Parce qu'aujourd'hui, Kidal, c'est comme le déclic de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui concernant le Nord, concernant l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, les attaques par-ci, par-là, mais le déclic, c'est Kidal. Donc, la deuxième des choses, c'est de faire face à la sécurité et sur particulièrement la région de Kidal. La troisième des choses, c'est l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, les jeunes sont majoritairement à près de 80% de la population malienne, mais ils n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Donc on doit créer de l'emploi, créer l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi on doit aussi faire face à l'éducation et à la santé.
qui est un droit constitutionnel. Donc je pense que le nouveau défi doit être un président de la République. Pour le moment, c'est 4 choses-là. Les restes viendront dans les jours à venir, mais les premiers 100 jours, il doit faire face à ces choses-là. L'actualité sur un autre plan, il n'y a pas d'existence sans eau, telle est l'aspiration des habitants de Konyumani, en commune rurale de Djalakorodji en cette période hivernale. La pénurie d'eau dans cette zone fait grincer les dents car il faut souvent veiller, sinon parcourir des distances pour des seaux d'eau. Samaïra, Sanogo et Draman Malé sont allés à la rencontre de ces populations pour s'imprégner de leurs conditions de vie. Suivons les reportages. Si l'eau est sans doute le noyau fondamental de l'existence humaine, la population de Konyumani en dit autre, car le problème d'eau dans cette zone est un véritable casse-tête. Au dire des habitants, il vous faut veiller souvent aux abords des bornes fontaines, sinon parcourir de longues distances nuit et jour, afin de vous faire un seau ou un bidon d'eau. Bon, le problème d'eau ici, vraiment, c'est pas facile, hein, parce que pendant l'hivernage aussi, il y a l'eau qui manque ici beaucoup. Donc, bon, les femmes sont fatiguées, vraiment. Elles sont très fatiguées. Parce qu'il y a des moments où les femmes passent la nuit au robinet. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider, ça nous ferait grand plaisir. Il faut acheter de l'eau. Il y a des lieux où on paye les bidons à 50 francs. Bon, il y a des robinets, mais c'est des choses qu'on a... C'est des forages qu'on a fait ici. Donc, il n'y a pas de l'eau de robinet ici. Il n'y a que des forages. Oui, ici, dans ce quartier, il y en a des problèmes d'eau ici. Surtout le mois de l'hivernage et le mois de saison chaude. On a beaucoup de difficultés de l'eau. Mais parmi les femmes ici, on ne dort pas. Depuis à 4 h du matin, les femmes se réveillent pour prendre de l'eau. Vraiment, ce problème aujourd'hui, c'est très difficile concernant pour l'eau potable dans notre quartier. À cause de Ousmane Chérif Madame Aïdra, le fils de Ousmane Madame Aïdra Badra maintenant qui a creusé ici. Vraiment, je vous remercie, mais quand même, pour le moment, c'est insuffisant. Quand on a regardé avec 1000 personnes, un château d'eau, c'est insuffisant. Pour le moment, c'est insuffisant. Quand on a regardé avec 1000 personnes, un château d'eau, c'est insuffisant. Bon, ça coupe souvent 2 fois par jour, ou bien soit 1 fois par jour. Oui, nous avons un problème de ici. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'eau ici. Ici, il y a des femmes qui dorment devant les robinets ici parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et ils font 2 jours, 3 jours sans avoir de l'eau. Mais maintenant, comme on est à la saison pluvieuse, il peut y avoir un peu d'eau. Mais pendant la saison sec, vraiment, il y a des difficultés d'eau ici. Il y a des bidons qui sont à 15 francs. Et il y a des barriques qui sont à 150 francs. Malgré le désespoir de ses habitants, contraints de mener une vie sahélienne, ils souhaitent lancer un appel de rétablissement aux autorités du pays. Bon, l'autorité, s'il pouvait venir nous aider, quand même, ça nous ferait un grand plaisir parce que l'eau nous manque ici beaucoup. On n'a pas assez de robinet ici. Il n'y a pas de... Non, sans eau, vraiment, rien ne va. Si tu vois que tu es installé quelque part, c'est l'eau. Tant que tu n'as pas l'eau, là, vraiment, ça ne va pas. Nous sommes là pour demander maintenant d'amener avec l'eau ici dans notre quartier. Vraiment, c'est bien. Ce que nous pouvons dire au gouvernement pour qu'il pense à nous, c'est vraiment ici, nous pensons qu'ici, nous sommes dans une commune aussi. Il faut qu'il pense à nous par rapport à l'eau. Il n'y a pas d'eau, vraiment, il n'y a pas d'eau ici. Signalons que malgré cette campagne hivernale, les femmes sont obligées de recueillir les eaux de pluie pour alléger le coût de la souffrance hydrique. Bon entendeur, salut à vous les autorités maliennes. Voici le point de l'actualité sur la scène internationale en bref et en images, commenté par Hamadou Diallo. Le bras de fer est engagé entre l'opposant congolais Moïse Katumbi et le pouvoir en République démocratique du Congo. Interdit d'atterrir à Lubumbashi où sa notoriété reste intacte, l'opposant a livré un barreau d'honneur à la frontière zambienne qu'il a gagné par voie terrestre afin d'accéder au territoire congolais. Mais là encore, son retour semble impossible. La veille, le maire de Lubumbashi, une autorité nommée par le chef de l'État, avait indiqué qu'il ne pouvait pas accepter le retour de Katumbi dans sa ville.
Le lendemain de son dépôt de candidature, Jean-Pierre Bemba a demandé ce vendredi 3 août aux autorités congolaises de calmer le jeu et de trouver une solution pour que Moïse Katumbi puisse lui aussi participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. Pour le sénateur, l'exclusion n'est pas souhaitable. Moïse Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a des soutiens. Je pense qu'il n'est pas bon qu'on exclue des opposants, des acteurs politiques, surtout lorsque le souverain primaire est le seul à décider de qui doivent être ses dirigeants, défend l'ancien vice-président et ex-chef de guerre congolais. Alors moi, j'en appelle et je veux dire aux autorités du pays de calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que Katumbi puisse participer au niveau de ces élections librement dans la transparence, l'inclusivité et surtout dans le calme. Fin de citation. À l'issue d'une rencontre à Luanda, le président angolais Joao Lourenço s'est dit satisfait ce vendredi 3 août des garanties données par Joseph Kabila quant à la bonne tenue des élections, dont présidentielles du 23 décembre en RDC. Mais le mystère demeure sur la candidature du chef de l'État congolais. La rencontre entre Kabila et Lourenço pourrait contribuer à étouffer dans des valises diplomatiques un quiproquo qui pointait à l'horizon entre Luanda et Kinshasa, à cause notamment d'une série de rencontres qu'il y a eu en mai dernier entre les présidents rwandais, français et angolais. Les autorités de RDC avaient alors dénoncé cette attitude consistant à parler du Congo sans les Congolais eux-mêmes. Selon l'expression de Lambert Mende Omalanga, ministre congolais de la communication. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a averti vendredi 3 août que les difficultés allaient être maximales pour enrayer la nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui sévit dans une zone de guerre où les humanitaires ne peuvent pas se déplacer sans escorte armée. Les médecins sont obligés d'être accompagnés d'escortes armées pour se déplacer dans la région. L'OMS a aussi annoncé avoir identifié l'origine de cette épidémie des funérailles non sécurisée d'une femme de 65 ans à Manjina, une bourgade située à 30 km au sud-ouest de Beni dans le nord Kivu. 7 membres de sa famille sont décédés peu après, présentant des symptômes semblables à ceux d'Ebola. Par ailleurs, des cas potentiels d'Ebola dans 10 autres localités de la région, dans la ville de Beni et dans la province d'Ituri, ont été détectés. L'ancien président brésilien Lula devrait être intronisé samedi candidat pour la présidentielle d'octobre. Mais sa candidature a des chances d'être invalidée par la justice électorale, Lula purgeant actuellement une peine de prison. En prison depuis avril, Luiz Inácio Lula da Silva doit être intronisé officiellement samedi 4 août comme le candidat du Parti des travailleurs à la présidentielle d'octobre au Brésil. La candidature de l'ancien président jette une ombre d'incertitude sur un des scrutins les plus imprévisibles de l'histoire récente du pays. L'ex-ouvrier a beau purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption, il demeure largement en tête des intentions de vote au premier tour, crédité de plus de 30% par tous les instituts de sondage. Bien, ainsi s'achève cette édition d'information de ce samedi 4 août 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, Moussa Fomba sera là pour votre journal en langue nationale bamanankan. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérif la Télévision et à très bientôt.